Bonjour et bienvenue à Gandenling, ici dans le sud de l'Île-de-France, près de Fontainebleau, où nous reçoit le vénérable Dakpo Rinpoché. Premier lama tibétain à être arrivé en France en 1960, le vénérable Dakpo Rinpoché a d'abord été professeur de tibétain au Langzhou, avant de fonder ici, en 1978, le centre de Gandenling pour y enseigner le Dharma. Avec lui, nous évoquerons ses souvenirs d'enfants au Tibet et d'étudiants dans les grands monastères tibétains. Et puis la semaine prochaine, nous évoquerons son œuvre ici en France depuis plus de 70 ans. Bonjour Dakpo Rinpoché. Merci infiniment de nous recevoir ici chez vous, dans votre temple qui est ouvert pour la première fois depuis le début de la pandémie. C'est vrai. Tout d'abord, Dakpo Rinpoché, nous avons envie de vous poser la question, comment allez-vous ? Ça va. Je vais bien, je vous remercie. Je suis âgé bien sûr maintenant, mais la santé est bonne. Nous rappelons que vous avez été reconnu très jeune, à l'âge de 2 ans, tout le coup, c'est-à-dire la réincarnation d'un grand maître. Est-ce que vous avez des souvenirs de cette époque ou de votre petite enfance ? Je n'ai pas beaucoup de souvenirs, ça remonte à très loin, j'ai quand même 90 ans. Mais ce que je sais, c'est que alors que j'étais encore dans le ventre de ma mère, l'oracle local avait annoncé à tout le monde que j'étais la réincarnation d'un grand maître disparu récemment. Et à ma naissance, je suis née coiffée, comme on dit. Mais c'est ce qu'on m'a raconté. À titre personnel, je n'ai pas vraiment de souvenir de cette période. Et plus tard, en tant qu'enfant, que jeune étudiant, très jeune étudiant, parce que vous avez étudié énormément à partir de ce moment-là, d'abord au Tibet et puis ensuite en Inde, après l'exil. J'avais environ 7 ans quand je suis entré au monastère de Bamche où j'ai fait les premières études élémentaires. Donc j'y suis resté quelques années. Ensuite, je suis entré au monastère philosophique de Dapotatsan, où je suis resté environ 11 ans. Après quoi, j'ai été poursuivre mes études de philosophie à Drepung-Goman, dans le centre du Tibet. Et vous avez des souvenirs de cette époque-là, c'est-à-dire avec les autres étudiants, avec vos maîtres? Est-ce qu'il y a des moments forts dont vous vous souvenez, que vous voulez nous dire? Quand je suis entré au monastère de Bamche, j'étais vraiment tout petit, mais j'ai eu la chance d'avoir un professeur extraordinaire. Il me semblait très âgé, je pense qu'il devait avoir 70 ans environ. Il était en bonne santé et surtout, il était vraiment très pédagogue. C'était un excellent éducateur. Principalement, selon notre formation traditionnelle, il me faisait apprendre beaucoup de textes par cœur. Après quoi, je devais les réciter, faire des examens de récitation, etc. Mais c'est lui qui non seulement m'a instruit, mais m'a aussi éduqué. Il m'a tout appris, la façon de manger, la façon de m'habiller avec les vêtements monastiques, la façon de me tenir. En fait, c'était avant tout un éducateur. Au fond, il m'a plus élevé que mes propres parents. Je dois beaucoup à ce professeur Gen Losang Samten. Ce professeur avait une très jolie voix, pas très forte, mais très belle. Mais outre les cours sur les sujets bouddhistes, vraiment, il m'a appris énormément de choses, y compris la façon de préparer le thé. Comme dans le thé tibétain, on met du beurre, donc à quel moment il fallait ajouter le beurre, comment il fallait le découper pour que ça soit meilleur. Et il m'a également appris comment faire les soupes tibétaines, comment le lendemain, c'était bien de les réchauffer, de quelle manière on pouvait obtenir quelque chose d'encore meilleur le lendemain en partant de restes qu'on ajoutait un petit peu au plat du jour. Il m'a vraiment appris des choses dans tous les domaines du bouddhisme, mais également de la vie de tous les jours. Je lui suis énormément redevable à tout point de vue.
Je me rappelle que mon professeur était quelqu'un qui avait à cœur la propreté, que ce soit ses habits, les meubles dans sa cellule. Il n'y avait jamais la moindre poussière sur les tables ou sur les rayonnages. Par ailleurs, il est également très humble, très modeste. Il parlait doucement, etc. Et autrefois, il avait été lui-même chef de chœur, maître de chant au monastère, ce qui implique des responsabilités d'un haut niveau. Et nous, les enfants, nous étions à l'étage, soi-disant en train d'étudier nos textes, de les apprendre par cœur. En réalité, nous adorions regarder et surtout écouter ce qui se passait en bas quand notre professeur recevait ainsi les nouveaux chefs de chœur ou ceux qui allaient postuler pour le devenir. Et d'abord, c'était un concours de modestie. Non, prenez la première place, mais non, je n'en ferai rien, ça sera vous, etc. Et puis une fois qu'ils étaient installés, celui qui avait la plus belle voix, incontestablement, c'était notre professeur. Il avait une voix de basse somptueuse, magnifique. Nous étions toujours ravis de l'écouter. Surtout pendant ce temps-là, nous n'étudions pas. Quel genre d'étudiant, justement, étiez-vous? Vous étiez très assidu, très attentif ou au contraire un petit peu polisson? À l'époque où j'étais au monastère de Bomche, j'étais à peu près sage parce que mon professeur était excellent. Chaque matin, j'allais le voir et il me donnait les leçons à apprendre pendant la journée et le soir, il fallait les réciter. Donc, il n'y avait pas tellement le choix, il fallait étudier. Donc, pendant cette période-là, on peut dire que j'étais à peu près discipliné. Après ma petite enfance au monastère de Bomche, je suis allée à Dakotatsan où j'ai commencé à étudier la philosophie et là, c'était un autre monde. Dans mon monastère précédent, il y avait seulement 300 personnes, c'était familial. À Dakotatsan, monastère philosophique, il y avait 700 moines. Et il fallait apprendre la philosophie, les débats. Et à franchement parler, au début, je n'étais vraiment pas très intéressée. Ce qui fait que là, il y a eu du flottement pendant 3 années. Ou le moins qu'on puisse dire, c'est que je n'étais pas du tout assidue. Je me rappelle qu'à l'époque, je ne voyais pas du tout l'intérêt des débats dialectique. Je me disais, mais à quoi ça sert de se poser des questions, de répondre? Ce qui est important, c'est de pratiquer le dharma. Et pour pratiquer le dharma, on n'a pas besoin ainsi de faire de la dialectique. J'avais principalement 2 professeurs. Un professeur qui s'occupait de moi sur le plan matériel et un autre qui me donnait les cours. Et mes 2 professeurs étaient également très bons, excellents, très bonne éthique et beaucoup de connaissances. Et en 4e année d'études à Dakotatsan, mon professeur d'études m'a fait apprendre par cœur un texte. Et ça m'a touchée, j'ai fait de mon mieux. Et c'est à partir de là que j'ai pris goût à l'étude de la philosophie petit à petit. Et donc là, ça s'est amélioré. Dans le monastère philosophique, il est coutume parfois que des élèves de niveaux différents se rencontrent pour faire des débats, donc des classes inférieures par rapport aux classes supérieures. Et jusque donc à cette 4e année à peu près, en général, je restais dans mon coin. Le reste que je n'osais pas débattre, ou je me sentais pas sûr de moi, ou je n'avais pas envie, je me rappelle plus très bien. Toujours est-il que cette année-là, grâce aux livres que j'avais appris par cœur, sur les instructions de mon professeur, un soir, lors d'un débat, j'ai pu l'emporter sur un étudiant de niveau supérieur à moi et ça m'a donné un peu de confiance en moi. Donc le lendemain, j'ai recommencé à débattre avec déjà un peu plus d'assurance et là, ce même livre qui était providentiel pour moi m'a beaucoup aidé. Et petit à petit, ainsi, je suis devenue de plus en plus sûre de moi et j'ai pris goût au débat philosophique, tant et si bien que après, plus personne ne pouvait m'arrêter. Enfin, je voulais toujours prendre la parole. Je suis restée comme ça d'Akotatsan pendant environ 11 ans. Et outre la philosophie à proprement parler, il y avait également un certain nombre de textes à apprendre par cœur chaque année. Au fur et à mesure, donc, mon niveau s'est amélioré, tant et si bien que les 2 ou 3 dernières années, c'était moi qui pouvais présenter le plus grand volume de feuillets appris par cœur cette année-là, même plus que des étudiants a priori plus avancés que moi.
Il était difficile de trouver des interlocuteurs pour répondre à toutes les questions que je me posais. C'est pour cela que j'ai pris la décision d'aller poursuivre mes études dans l'université monastique de Tepung-Goman, dans le centre du Tibet, où je suis resté 4 ans. Mais ensuite, il y a eu la guerre et l'exil, les gens ont donc dû partir. Est-ce que vous avez des souvenirs de cette époque-là, c'est-à-dire après, malheureusement, l'exil et l'arrivée en Inde ? Avec mon camarade de classe, Geshe-la, je suis donc arrivé en Inde et ni l'un ni l'autre, nous ne parlions d'autres langues que le tibétain, mais nous nous sommes dit qu'il fallait vraiment apprendre une autre langue, par exemple l'anglais de préférence, parce qu'il fallait bien que nous puissions nous débrouiller. Puis mon âge, j'avais déjà 26-27 ans, Geshe-la était un peu plus âgé. Ça ne collait pas. De plus, pour aller à l'école, il fallait payer des frais et nous n'avions pas d'argent. Mais nous avions vu qu'il y avait un couple d'Occidentaux qui habitait pas très loin de là où nous étions. Et nous nous sommes dit qu'avec un petit peu de chance, ils accepteraient de nous apprendre la langue anglaise et nous sommes donc allés les voir. Il s'est avéré que le couple en question, c'était des universitaires qui travaillaient en France. C'était monsieur et madame MacDonald. Quand nous sommes arrivés, et nous avons expliqué que nous souhaiterions apprendre l'anglais. Il nous a demandé pourquoi. Nous avons répondu, eh bien, c'est parce que nous voudrions pouvoir servir notre pays et notre peuple. Ça nous semble être notre devoir. Et là, monsieur et madame MacDonald nous ont proposé de nous apprendre l'anglais avec comme contrepartie que nous les aidions pour leurs études de textes tibétains. Et un jour, le responsable de leur section, le professeur Stein, avait envie, en fait, de nous entendre, Geshe-la et moi. Puis nous sommes, lors de cette séance, tombés sur une citation tirée d'un sutra, donc de paroles du Bouddha, où le Bouddha prédisait que dans les 2500 ans à venir, son enseignement se diffuserait dans les contrées des visages rouges. Et la question qui était d'ailleurs débattue depuis très longtemps, c'était mais où sont donc ces contrées de visages rouges? Donc pendant longtemps, au Tibet, on pensait que c'était peut-être le Tibet même ou la Mongolie. Avec l'altitude, etc., on peut avoir les joues bien rouges. Ça pouvait également être l'Occident. Et c'est donc de cette manière que, de fil en aiguille, nous nous sommes retrouvés en France en 1960. Merci beaucoup, Dakpo Rinpoché, d'avoir évoqué ces souvenirs. Et merci à votre interprète, Marie-Stella Bousmar, puisque vous avez choisi de vous exprimer en tibétain. Nous vous retrouverons la semaine prochaine pour la suite, et notamment l'enseignement en France et d'autres questions. Merci beaucoup, Dakpo Rinpoché, d'avoir répondu cette semaine à nos questions. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de livres. Tout d'abord, Le Lama venu du Tibet de Dakpo Rinpoché, en collaboration avec Jean-Philippe Caudron, chez Grasset. C'est l'histoire de notre invité de son plus jeune âge, où il fut reconnu tout le coup, c'est-à-dire maître réincarné, avec sa formation hors du commun dans les monastères tibétains, jusqu'à son installation en France, où il réside depuis plus de 70 ans. Sans déployer ses ailes, l'oiseau ne peut voler, de Jowo Atisha, traduit du tibétain par Marie-Stella Bousmar, édition Guépel, qui propose des instructions destinées à ceux qui souhaitent progresser vers la sagesse. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir durant un mois sur la plateforme de France TV. Merci infiniment de nous avoir suivis et très heureux dimanche.